vous remercie de reprendre place. Mais je sais que c'est difficile d'écouter des intervenants à la suite. Donc ça va nous permettre de nous reconnecter un peu ensemble. Donc voilà, moi je suis engagé, Thierry vous l'a dit rapidement, dans des mondes très différents. Donc en fait, j'ai basé ma vie à Lille depuis une trentaine d'années avec des escapades à l'étranger, mais parce que je suis un des fondateurs d'une asso qui s'appelle Choisir l'Espoir et qui s'occupe depuis 30 ans de soins palliatifs de l'enfant, donc de quelque chose de très particulier, qui est né en Europe, à Lille, dans le Nord. Je suis donc musicien et photographe. J'ai un travail également d'enseignant-chercheur sur les questions du développement durable, qui, vous allez voir, a pris une dimension aujourd'hui beaucoup plus large que ce qu'on y a mis à un moment donné. Et puis, je suis engagé en entreprise, à partir de mon expérience de dirigeant, sur des grandes questions autour de la vision, de l'innovation, et puis de l'organisation. Donc, comme vous le constatez, je ne suis pas du tout un financier, moi, au départ. J'ai une formation d'ingénieur, et puis j'ai une formation aussi de psychologue. Mais vous voyez, je ne suis pas rentré dans l'entreprise à partir de la question financière ou de la question finalement technique. Mon métier d'ingénieur ne m'a pas beaucoup servi en direct, en tout cas. En revanche, je suis entré dans les questions de l'entreprise à partir de la place qu'on fait à l'humain et à l'homme. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Alors, quand on rencontre des managers aujourd'hui, en particulier des managers dans des comités de direction, il y a une expérience qui est assez souvent vécue, c'est qu'on est de temps en temps en réunion traversé par des doutes un peu angoissants sur qu'est-ce qu'on fait ici. Voilà. Parce que dans beaucoup de réunions aujourd'hui, les réunions sont organisées autour de l'enjeu de l'information, et donc on descend de l'information. Et donc, il vaut mieux être le premier qui présente son PowerPoint, vous voyez, parce que quand on passe en 5e ou en 6e position, on a un auditoire qui est un peu fatigué. Puis par ailleurs, souvent, quand on prépare de l'information pour ses collègues, en fait, on prépare de l'information dont nous, le patron du domaine, on a besoin, mais on ne se pose pas beaucoup la question de savoir ce que les autres, qui, eux, sont moins spécialistes du sujet, ont vraiment besoin de connaître. Et du coup, on est assez vite capable de noyer les gens quand on est dans ce type de rencontre. Et vous allez voir que ça, c'est en train de bouger. Alors, je vais donc vous parler du management, mais Thierry, vous avez un petit clin d'œil sur le nom de mon entreprise. Pourquoi j'ai appelé « On peut parfaire le monde » une entreprise qui accompagne des dirigeants? Parce que bizarrement, quand vous parlez avec des Français, les gens commencent d'abord par vous dire que c'est complètement con comme nom. Voilà. Et puis après, ils se disent oui, enfin quand même, pourquoi tu as pris ce nom-là? Puis je dis réfléchis un peu, puis voilà. Puis on arrive à l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous parler des mutations du management, mais il faut qu'on fasse attention. Alors là, je vais parler à un auditoire où il n'y a évidemment pas que des latins, mais à un auditoire qui a l'habitude de parler à des latins quand même. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'appelle la malédiction des latins? C'est au départ un talent, mais qui est devenu une malédiction. Ce que le monde entier nous reconnaît, à nous les latins, c'est que nous sommes les champions du monde pour voir ce qui ne va pas. Voilà. C'est-à-dire, personne n'est plus fort que nous, immédiatement dans une situation donnée, pour voir ce qu'on aurait pu faire plus vite, mieux, avec plus d'efficacité, en perdant moins de temps. Enfin bref, vous voyez, on a ce regard critique absolument permanent sur les choses, qui nous rend très créatifs par amélioration, qui nous rend relativement difficiles à manipuler dans la durée longue. Enfin bref, il y a plein d'avantages, mais enfin, à certains moments, on perd notre capacité à nous réjouir. Voilà. Et moi, je ne sais pas, je travaille par exemple avec un monsieur que je trouve enthousiasmant depuis pas mal d'années maintenant, qui est Mohamed Younous. Mohamed Younous, il a créé d'abord une banque, puis ensuite plein d'autres choses au Bangladesh, en voulant lutter contre la pauvreté. Il a eu avec la Grameen le prix Nobel de la paix. Quand vous rentrez du Bangladesh, où vous avez travaillé avec des gens en grande pauvreté, qui avaient le sourire, et que vous atterrissez en France et que vous trouvez des gens partout qui font la gueule, des fois on se dit qu'on a un petit peu le courant à remonter, parce qu'il faut qu'on arrête, vous voyez, d'être toujours dans ce qui ne va pas. Et du coup, ça se traduit par quelque chose de très important, la malédiction des latins chez nous, ça se traduit par le fait qu'il y a un truc auquel on ne croit pas les latins, puis ça, vous allez voir que dans votre métier, à mon avis, ça nous rattrape de temps en temps. En fait, culturellement, nous les latins, on ne croit pas au gagnant-gagnant. Alors bien sûr, intellectuellement, on y croit tout à fait, vous voyez, c'est intelligent le gagnant-gagnant. Mais en pratique, vous allez voir, je vais vous raconter une histoire toute bête que vous allez vivre si vous êtes latin, puis que vous avez vu vivre perplexe si vous ne l'êtes pas par des latins. Imaginez que vous ayez depuis tout petit envie d'une voiture de collection, la voiture de vos rêves, hein,
Et puis du coup, vous économisez jusqu'à avoir 10 000 € que vous pouvez investir dans cette voiture. Et imaginez qu'à 500 mètres de chez vous, votre garagiste vende la voiture de vos rêves 8 000 €. Alors vous voyez, déjà, si on n'est pas latin, on s'arrête, puis on va mettre une bouteille de champ au frigo. Nous, les latins, on se dit, oula, son histoire, ça m'étonnerait qu'elle se termine bien. Donc vous voyez, c'est louche, quoi. Son truc qui commence bien, c'est louche. Et puis alors, on dit ok, mais tu vas négocier, quoi. Donc je vais voir mon garagiste. Puis je lui dis, oh, la voiture, elle m'intéresse. Enfin, elle m'intéresse, faut pas exagérer, un peu, quoi. Vous voyez, en fait, c'est la voiture de mes rêves, hein, donc toute la nuit, j'y pense. Enfin bref. Enfin, faut pas le montrer, quoi, parce qu'il va s'en servir si je le montre. Et je lui dis, non, mais je veux bien, allez, pour te faire plaisir, je veux bien t'en donner 7 000 €. Et puis figurez-vous que dans mon histoire, le garagiste, il dit oui. Et bien, si vous êtes latin, vous pouvez pas vous empêcher de dire merde, j'aurais dû dire 6 000, quoi. C'est-à-dire, c'est la voiture de vos rêves. Vous avez économisé. Vous l'avez dans votre budget. Vous négociez encore une remise. Vous avez 3 000 € pour l'assurer et faire des vacances avec. Et bien, on fait encore la gueule. Et donc, il y a quand même un moment où il va falloir qu'on regarde ça. Parce que vous allez voir que dans les mutations qui sont en train de nous arriver, si chaque fois qu'un truc nouveau arrive, on fait la gueule, à un moment donné, on va devenir les gestionnaires de faillite annoncée. Vous voyez, on va voir tout ce qui fait qu'on va dans le mur, puis on va dire, bon, c'est pas très drôle d'aller dans le mur, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Donc je vais dans le mur. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose de très très important pour moi qu'il faut qu'on reconquiert, c'est la capacité à nous enthousiasmer. Voilà. Alors, comment je vais vous parler du management? Encore une fois, à partir de ce que j'observe dans toute une série de cultures. Donc moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique et avec quelques pays d'Asie. Et donc je vois un certain nombre de changements qui sont propres à des cultures, pour celles que je connais en tout cas, puis je vois des choses vraiment plus générales. C'est ces choses-là dont je vais vous parler et que je vais vous partager. Et en gros, le message que je veux vous faire passer, c'est que oui, à nous qui sommes dans cette salle très majoritairement, des managers directs ou fonctionnels ou des managers de projet, eh bien oui, on ne va plus manager et on va de moins en moins manager avec ce qu'on avait comme repère dans le monde que j'appelle connu. Voilà. Parce qu'il se trouve qu'il y a aussi un monde émergent qui arrive. Mais alors le message que je voudrais vous faire passer, c'est que le monde émergent ne va pas remplacer le monde connu. Ce sont deux mondes qui vont en engendrer un troisième. C'est ça que je voudrais éclairer. Et pour l'éclairer, je me suis servi d'une vieille métaphore de la culture occidentale, hein, qui est l'alchimie. Alors vous savez, les alchimistes, ils rêvent de faire du plomb, de faire de l'or, pardon, avec du plomb. Et ils disent, il y a 3 grandes étapes pour ça. L'œuvre noire, c'est un peu la putréfaction, donc vous ne sauvez pas dans 10 minutes, parce que là, vous allez voir, on n'aura pas le moral, mais enfin, on est latin, donc on a l'habitude. Et puis ensuite, c'est l'œuvre au blanc, c'est dire, attention, qu'est-ce qui peut se passer dans le management qui reste intéressant à vivre? Et puis, qu'est-ce qui se passera dans le management, dans le collectif que nous allons accompagner? Donc, c'est ça un peu mon plan. Alors, je vais aller très vite dans cette première partie parce qu'au fond, on est relativement au courant, mais on n'a pas forcément réfléchi à ça en tant que ça impactait le management. Mais j'espère qu'à travers ma première partie, je vais pouvoir éclairer un certain nombre de difficultés qu'à certains moments, peut-être, vous pourriez rencontrer. Et puis ensuite, j'éclairerai quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est que si vous voulez manager aujourd'hui, il faut que vous preniez soin de vous avant de prendre soin des autres. C'est ça le message essentiel de la deuxième partie. Et puis enfin, on ira voir comment ça peut rayonner. Alors, qu'est-ce que c'est que l'œuvre noire, hein? Qu'est-ce qui est en train de tomber, de pourrir, de plus marcher comme avant? Il se trouve que si vous êtes engagé dans un groupe qui mute, qui change, qui bouge, c'est évidemment parce qu'il y a une volonté stratégique de faire bouger, mais c'est aussi parce que le groupe lui-même est pris dans un monde qui bouge, qui change. Alors, les prospectivistes, vous savez, ils ont chacun un peu leur lubie, mais enfin, ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a 5 grandes ruptures. Je vais très vite parce que vous les connaissez, mais on va juste réfléchir à leur impact sur le management. Évidemment, la première grande rupture de notre monde, c'est une rupture écologique. On est dans un monde fini, et ça va impacter les business models de toutes les entreprises, et donc les managers vont rester celles et ceux qui vont porter les nouveaux business models. Ça va nous obliger à être beaucoup plus, vous voyez, jugad en hindou, hein, ça veut dire à la fois frugal, un peu à la démerde aussi, on pourrait dire. C'est pas très poli, mais enfin, ça veut dire ça. En tout cas, vous voyez, il va falloir être un peu agile, quoi, voilà, vis-à-vis des ressources. La deuxième rupture, évidemment, c'est la rupture du digital. Elle impacte absolument tous les métiers de toutes les entreprises. Et alors, elle impacte singulièrement le management sur une question, vous le savez très bien aujourd'hui, c'est que le manager dans le monde connu, c'était celui ou celle par qui l'information circulait. D'ailleurs, on parlait d'information montante et descendante. Voilà.
Aujourd'hui, vous faites tous l'expérience comme manager d'entrer dans votre équipe en disant « j'ai une nouvelle à vous annoncer », c'est votre équipe qui vous l'annonce, ils sont au courant et des fois ils sont au courant avant vous. Voilà. Parce qu'il suffit que votre collègue ait fait la réunion la veille, et ben, tout le monde est au courant. Autrement dit, l'information, elle est devenue... Évidemment, c'est un petit bout de la lorgnette, hein, elle est devenue ubiquitaire, et donc c'est plus le management qui la tient, c'est une évidence. Mais enfin, si vous espérez encore avoir de l'info avant les équipes, vous allez vivre des moments de plus en plus frustrés. Je dis aussi que derrière les enjeux technologiques, alors là, le management va peut-être avoir un rôle très intéressant à jouer. C'est sur cette idée d'humanité augmentée qui va très vite nous ramener à des enjeux, vous en avez parlé d'ailleurs, de valeur. C'est quelle place on veut faire à l'humain. Et là, par contre, à nouveau, les managers vont peut-être pouvoir s'emparer de questions en ne regardant pas le réel se dérouler comme si c'était écrit et inéluctable et qu'on n'avait qu'à devenir des gestionnaires d'un avenir désespérant. Et donc là, moi, je pense que le manager va être à nouveau sollicité sur des enjeux éthiques. La troisième rupture que vous connaissez évidemment, c'est la rupture économique. C'est qu'on passe d'une logique de possession à une logique d'usage. Je vais très vite, mais c'est évident que si vous avez des enfants de 18 ans, hein, vous leur avez payé et que vous habitez dans un endroit urbain, vous leur avez payé le permis et en gros, ils ne vont même pas suivre les cours. Hein. Voilà. C'est-à-dire que vous, quand vous aviez 18 ans, vous aviez travaillé depuis 2 ans pour vous payer le permis et quand vous le payez à vos gamins, ils ne vont même pas en cours. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas leur projet d'avoir une voiture. Et alors ça ne les fait pas rêver du tout. Hein. Et parce que ce qui compte pour eux, c'est l'usage que j'aurai d'une voiture quand j'en ai besoin. Mais je n'ai pas besoin de savoir conduire une voiture et de l'avoir. Alors des fois, il faut quand même se déguiser, vous voyez, en grand requin blanc par rapport à la stratégie bleu océan pour continuer à... Hein, on n'est pas dans un monde qui a complètement muté dans toutes les cultures, à tous les moments, de façon absolument identique partout. Mais en tout cas, la rupture économique, à nouveau, elle va percuter le business model. J'en parle peu, puisque pour moi, l'enjeu, c'est plutôt l'humain aujourd'hui. La quatrième rupture, c'est probablement celle qui est la plus perturbante pour le management, c'est la rupture de la complexité. Cette rupture, hein, qu'est-ce qu'on dit par la complexité ? On dit un truc simple, si j'ose dire, c'est qu'on est dans un monde où tout est tellement connecté qu'une personne seule ne peut pas savoir tout ce dont elle a besoin pour prendre ses décisions, organiser et fonctionner. La complexité, elle vient percuter quelque chose qui était la première légitimité du management, c'est que dans le monde connu, quand je ne savais pas, j'allais voir mon chef, et si c'était un bon chef ou une bonne chef, eh ben, il ou elle savait. Vous voyez, j'allais lui dire comment on fait, et ben, mon chef, il me répondait, et s'il me répondait, c'était la preuve que c'était quand même pour ça qu'il était chef, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que dans un certain nombre de cas, on est saisi de questions par nos collaborateurs, et on est bien obligé de leur dire « je ne sais pas ». Voilà. Je ne sais pas parce qu'elle ne s'est jamais posée, parce que c'est une question compliquée, parce que le monde est complexe, justement. Et du coup, vous voyez, la complexité vient impacter le management en le convoquant à la position d'humilité. Voilà. Il va falloir, dans un certain nombre de cas, dire à nos équipes que nous ne savons pas comment on fait. En revanche, évidemment, on ne va pas pouvoir leur dire « bon, vous revenez quand vous avez trouvé la solution, puis vous m'en parlez, ça m'intéresse. Hein. » Voilà. Il va falloir que, du coup, on amène à nos équipes des méthodes pour inventer ensemble les solutions en question. Mais vous allez voir que ça, ce n'est pas si simple. Et du coup, vous voyez, la question de la complexité, elle amène immédiatement la notion de communauté, de collectif. Ce qu'il faut manager lorsqu'on a affaire à la complexité, ce n'est pas une personne ou 10 personnes intelligentes, c'est 10 personnes intelligentes en réseau. Mais c'est le collectif qui va faire que ça marche. Et là, vraiment aujourd'hui, vous voyez, ça inverse des logiques d'autorité qu'on avait. Vous voyez, une des expériences les plus fréquentes que je fais moi quand je fais cours à l'école centrale, évidemment en première année quand ils ne me connaissent pas encore, hein, après ça ne marche plus, mais c'est, vous voyez, 5 secondes avant d'entrer en cours, je mets sur Wikipédia, sur le thème de mon cours, je change l'article de Wikipédia et je mets une énorme bêtise. Mais un truc gigantesque, vous voyez, une connerie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Voilà. Et je commence mon cours. Et à tous les coups, ça marche. Il y a un élève qui m'arrête et qui me dit « Monsieur, ce que vous dites est faux. La preuve, dans Wikipédia, c'est marqué... voilà. » Et là, vous pouvez commencer à regarder avec les étudiants en disant « Mais regardez qui a fait la contribution qui vous permet de m'arrêter. » Et là, les étudiants voient que c'est moi. Et là, vous voyez, on commence à entrer dans cette complexité d'un savoir qui est collectif. Mais en tout cas, quand vous arrivez comme enseignant, vous avez beau avoir le titre que vous voulez, les diplômes que vous voulez, il faut qu'on entre dans une logique de collaboration parce que dans l'assemblée, vous avez probablement sur un sujet ou sur un autre quelqu'un qui est bien plus fort que vous. Et donc, ce n'est pas, vous voyez, en essayant de légitimer un savoir qu'on aura une autorité, c'est en reconnaissant que le savoir, il est partagé aujourd'hui. Et ça aussi, c'est vraiment un enjeu majeur pour le management. Et puis, la dernière rupture, c'est la rupture du sens.
on a besoin du sens. Alors là, je parle à nouveau aux gens qui ont plus de 35 ans dans la salle, et puis je parle aussi à ceux qui ont moins de 35 ans, mais il y a quelque chose qui nous sépare. Voilà. Et ce qui nous sépare, figurez-vous, alors là vous allez voir, je vais faire de la peine aux gens qui ont plus de 35 ans, hein, je vous le dis tout de suite. Ce qui nous sépare, c'est que le travail, pour les gens qui ont moins de 30 ans, aujourd'hui en tout cas c'est évident, le travail n'est plus une valeur. Je laisse un peu l'angoisse monter. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire que le travail n'est plus une valeur? Ça ne veut pas dire que les gens qui ont moins de 30 ans ne veulent pas bosser, ce n'est pas du tout le sujet. Ça dit juste que les gens qui ont moins de 30 ans, ils ne veulent pas bosser parce qu'il faut bosser, quoi. Voilà. Vous voyez, ça c'est pas un argument majeur. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, vous voyez bien qu'ils vous posent des questions sur pourquoi aller à l'école que vous n'avez jamais posées, quoi. Et d'ailleurs, vous trouvez que c'est très injuste que vous ayez à répondre à cette question, alors que vous, quand vous étiez petit, vous avez emmerdé personne avec cette question, vous voyez. Et donc, mais oui, mais pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est, il exige, à un moment donné, que je donne du sens à mon travail. Parce que le travail pour le travail, ça ne m'intéresse pas. Et donc, à quel ordre, vous voyez, je vais ordonner mon travail? Dans quel projet je suis parti pour travailler? Qu'est-ce que je rejoins comme collectif? Ces questions-là, elles sont fondamentales aujourd'hui parce que le sens va être fondamental, mais le sens, vous voyez, il a été déconstruit. Il est plus clé en main dans la tête de tout le monde. On travaille parce qu'il faut bien travailler. Voilà. Donc circuler, il n'y a rien à voir sur cette question. Aujourd'hui, l'enjeu de votre projet, vous en avez parlé, hein, donc c'est génial, il y en a un qui existe, il est fondamental. Mais alors, vous voyez, il est fondamental. En revanche, il ne va pas falloir que vous l'oubliez en route, quoi. Parce que vous voyez bien que le danger d'avoir un projet et des valeurs, par exemple, c'est qu'on s'en sert une fois au moment du recrutement. Vous voyez, c'est un peu la maison témoin, quoi. Voilà. Puis après, la personne, elle est rentrée, elle vous a choisi parce qu'il y avait un projet et des valeurs, puis elle n'entend plus jamais parler des valeurs, quoi. Vous voyez. Et donc, si vous avez des valeurs et si vous avez un projet, convoquez-les dans votre quotidien. Mais si vous devez les convoquer dans votre quotidien, mais vous voyez bien que ça, c'est le rôle du manager. Parce que faire un arrêt de jeu avec son équipe sur les valeurs du groupe, c'est pas si compliqué que ça prend 5 minutes sur un projet. Vous voyez, les valeurs, elles servent au moins à 2 moments, quoi. Vous lancez un nouveau projet, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à nos valeurs? Là, vous allez voir, les gens y répondent, hein, ils ont des idées. Et puis, vous terminez un projet, vous l'avez livré, vous pouvez vous servir des valeurs, non pas pour inspirer, hein, mais pour évaluer. Et donc, est-ce qu'on a été fidèle à nos valeurs? Vous voyez, rien que si vous faites juste ces 2 choses-là, d'un seul coup, dans le quotidien de vos collaborateurs, on se sert des valeurs qu'on avait présentées quand ils sont arrivés. C'est bien, donc c'est intéressant, ça marche. Et ça, c'est très important. Vous voyez, le manager va devenir non seulement celui qui porte ou celle qui porte le projet, mais celle qui convoque à certains moments le réel en le regardant vis-à-vis du projet. Et si vous le faites, alors là, vous allez répondre à cette attente de sens qui est fondamentale. Mais vous voyez, on a besoin d'aller vers un projet un peu enthousiasmant. Et puis, on a besoin, deuxième élément très important, qui n'était pas forcément dans la culture des plus anciens, c'est que non seulement on veut du sens, mais alors figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, quand on a moins de 35 ans, ou 30 ans, hein, vous mettez la frontière où vous voulez, ou 40 d'ailleurs pour certains d'entre vous ici, on a besoin non seulement de sens, mais aussi de joie. Vous voyez, on veut, à certains moments dans son boulot, prendre son pied avec son travail, quoi. Voilà. Et vous voyez bien que c'est presque un oxymore pour les plus anciens, parce que les plus anciens, dans leur tête, ils disent « t'es gentil Béru, mais travail, c'est tribalium, c'est la torture, quoi. Donc on n'est pas là pour on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour travail, quoi. Voilà. Mais vous voyez, ça va être 2 questions importantes. Et alors là, à nouveau, vous allez voir que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien faire une nuance entre le bonheur au travail, ou alors là, vous chargez le groupe d'une attente exorbitante. Hein, vous voyez, enfin, faites une secte, hein, si vous voulez que les gens soient heureux au travail. Vous voyez, tout est pris là-dedans, et donc voilà. Et donc, on est un peu démunis. Moi, je préfère parler de la joie par le travail. C'est-à-dire de dire à quel moment ce que je fais de concret dans mon travail me rend vraiment heureux. Mais vous voyez, dans la joie, et la réponse à cette question, elle vient de l'usage de nos talents. C'est pour ça que c'est un mot que vous avez prononcé plein de fois, là, ça fait un petit moment que je vous écoute, mais c'est un mot fondamental pour la suite. C'est que, vous voyez, ce qui va me rendre heureux dans mon travail, c'est pas que j'utilise mes compétences, parce que mes compétences, je les ai, mais il y en a qui me font un peu suer, pour être honnête. Alors oui, je sais faire des trucs, donc je le fais, mais ça me remplit pas de joie. En revanche, si j'utilise mon talent, alors là, au moment où je l'utilise, il se passe quelque chose, c'est que tout le monde me regarde en disant « c'est trop fort ce que tu fais ». Voilà. Et ça, vous voyez, ça rend heureux. Voilà. Mais par contre, vous voyez bien qu'on accepte volontiers aujourd'hui de ne pas utiliser son talent 24 heures sur 24. Donc la question qu'on peut se poser comme manager, c'est à quel moment je crée un cadre dans lequel mon collaborateur, oui, à certains moments, il fait des efforts, oui, à certains moments, il n'est pas particulièrement heureux, mais à un moment donné,
eh bien oui, il se passe quelque chose parce que j'utilise son talent. Voilà. Et cette question, vous allez voir, elle va être tout à fait fondamentale. Alors, ça, vous voyez bien, ça nous amène à 3 ennemis, ces ruptures. Hein. Vous voyez, le manager pourrait être saisi de 3 tentations. La première, là, vous retrouvez celle des latins, hein, c'est dire, oh là là, c'est foutu, vaut mieux éteindre la lumière, au moins j'aurai moins peur. Enfin, vous voyez bien les paradoxes. Vous pouvez avoir une deuxième attitude, j'ai mis un truc au clin d'œil aux Américains, parce que c'est des fois un peu ça, c'est dire, de toute façon, c'est foutu, donc autant s'en mettre plein les poches en attendant que ça tombe, quoi, vous voyez. Et puis là, je serai tout seul sur mon île déserte, je mangerai mes boîtes de conserve quand l'humanité aura disparu. Enfin, j'aurai 2 ans de plus à attendre de mourir. Enfin, vous voyez, le truc exaltant, quoi. Hein, voilà. Et puis, vous avez le dernier qu'on trouve un peu plus en Orient, qui est de dire, oh là, c'est trop compliqué tout ça, moi, j'ai pas envie de m'engager. Montrez-moi des films, donnez-moi du popcorn et distrayez-moi, quoi. Vous voyez, l'entertainment. Voilà. Alors ça, c'est des vieux sujets dans l'humanité, hein, parce que dans la tradition judéo-chrétienne, la peur, on l'a nommé Satan, le cynisme, on l'a nommé Lucifer, hein, le porteur de lumière, celui qui détourne l'intelligence, justement, et puis, évidemment, l'égoïsme, l'enfermement en soi, on l'a appelé Belzébuth. Alors si je fais un petit clin d'œil à ces traditions, c'est pour dire qu'en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose que l'humanité connaît depuis très longtemps. C'est ce qui va nous diviser. Vous voyez, c'est les figures du diabolos, ce qui sépare. Le diabolos, hein, c'est ce qui envoie dans toutes les directions. Et le contraire du diabolos, c'est le symbole, c'est le sunbalos, c'est ce qui nous rassemble. Et donc on va avoir besoin dans nos collectifs d'entreprise de sens qui rassemble justement, vous voyez, de quelque chose qui va nous faire adhérer pour dépasser ce qui nous divise et ce qui pourrait nous séparer. Et donc là, je vous fais un petit clin d'œil parce que je sais que vous êtes, encore une fois, soit manager de projet, soit en tout cas embarqué dans l'accompagnement d'hommes. Et donc, c'est quoi ces 2 mondes? Le monde connu, dans lequel on avait nos marques, puis un monde émergent dans lequel on voit des trucs qui apparaissent qui sont un peu bizarres. Vous voyez bien que dans le monde connu, l'organisation, c'est la pyramide, évidemment. Et encore une fois, la pyramide ne va pas disparaître. À certains moments, on aura besoin de pyramide, parce qu'on aura besoin de décision, parce qu'on aura besoin de responsabilité. Enfin, voilà. En revanche, la pyramide va être de moins en moins utile là où elle l'était partout, on va le dire comme ça. Il y a des endroits où elle va perdre une influence, parce que vous vous rappelez, complexité, collectif. Et donc, dans le monde émergent, c'est le collaboratif qui est en train d'apparaître. Mais vous voyez bien, vous me voyez venir, on va faire les deux. Ce n'est pas la pyramide qui disparaît puis le collectif qui remplace tout. C'est qu'on va avoir besoin de plus en plus qu'à certains moments, la pyramide joue un rôle très précis, et puis à d'autres moments, d'être dans une logique beaucoup plus informelle où c'est le collaboratif et les réseaux qui vont répondre à la complexité. C'était quoi l'excellence dans le monde connu? L'excellence, c'était la maîtrise de l'exécution. Alors là, je ne peux pas trouver mieux que Mission Impossible. Hein, voyez, Mission Impossible, vous donnez au chef, déjà c'est le chef, hein, voilà, un truc qui est quand même relativement dur à faire. Quoi, hein. Et puis qu'est-ce qu'il fait le chef? Il choisit des gens qui sont trop forts, il leur donne des tâches, et en gros, aux erreurs d'expérience près, ça se passe à peu près comme prévu. Donc vous voyez, quand Mission Impossible démarre, le chef, il a tout en tête, quoi. C'est pas compliqué. Voilà, alors il y a un peu de suspense, tout ça, mais enfin, globalement, ça se passe pas mal comme il avait dit, quoi. D'ailleurs, tout le monde le reconnaît comme chef. Hein. Il n'y a pas de révolte, hein, dans Mission Impossible, vous êtes d'accord? Dans le monde émergent, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et alors, pour l'illustrer, je n'ai pas trouvé mieux que l'agence Tourisque. Voyez, c'est-à-dire, l'agence Tourisque, c'est quoi? C'est exactement le même pitch de départ. Hein. C'est une mission relativement dure à assumer. Mais qu'est-ce qu'ils font, l'agence Tourisque? Eh ben, ils vont un pas et ils voient ce qui se passe. Voyez, mais en gros, il n'y a pas. D'abord, l'équipe est toujours la même. Hein, il y a pas de. Voilà, c'est toujours la même. Et puis surtout, en fonction de ce qui se passera, on va s'adapter. Vous voyez le côté un peu. D'ailleurs, à la fin, vous vous rappelez, hein, la phrase culte de l'agence Tourisque, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Et pour cause, il n'y en avait pas. Donc, voyez, mais ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous dérouter si on a l'habitude du monde connu. Parce que dans le monde connu, voyez, avant de se lancer, on fait un plan, quoi. Puis si vous travaillez avec des gens qui ont moins de 30 ans, ils essayent, puis ils voient ce qui se passe. Donc là, on est un peu dérouté, quoi, voyez, parce qu'on se dit, mais comment ça va marcher? Donc le point d'entrée dans le monde connu, c'est les règles de l'art. Vous voyez, il y a de l'expérience, quoi. Voilà. Et vous ne m'avez pas entendu dire qu'il n'y en avait plus besoin, hein, mais il y a des règles de l'art. Alors que dans le monde connu, on part, en fait, pas du tout des règles de l'art, on part, figurez-vous, du client. Vous voyez, on s'intéresse aux besoins du client. Et alors, des fois, le monde connu, quand on lui parle de besoins clients, il dit « oulala, on ne sait pas faire, donc ce n'est pas un besoin, ça. » Voilà. Vous voyez, le paradoxe dans lequel on se trouve, c'est qu'à un moment donné, il y a des grandes révolutions qui sont en train de se passer dans des entreprises, par exemple, où il y a des enjeux de commerce, à partir non pas de l'organisation interne, mais à partir de l'attente client. Et donc voilà, moi j'ai travaillé 15 ans dans un groupe de vente à distance. La vente à distance, elle a vraiment péché par orgueil en regardant Internet en France et en Europe
comme si c'était un Minitel en couleur. Et elle a dit, mais on imposera nos standards aux gens qui viennent faire de l'Internet, parce qu'ils font de la vente à distance. Mais la vente à distance, c'est nous, la preuve, on s'appelle la vente à distance. Donc alors là, vous ne pouvez pas être plus démonstratif, vous voyez. Et à un moment donné, si vous avez un entrant qui change les règles en s'intéressant non pas aux grands éléments statistiques qui avaient, avec beaucoup d'intelligence, construit la vente à distance, mais en s'intéressant aux besoins clients, vous voyez, une idée toute bête, mais qui n'était pas venue à la vente à distance, hein, c'est de dire, en fait, sur Internet, je ne vais mettre dans un site de vente en ligne que ce que j'ai vraiment en stock. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement trivial. Oui, sauf que la vente à distance, depuis 70 ans, elle proposait des catalogues, et quand on commandait, elle nous disait bah, « si tout va bien, je te l'envoie dans 8 semaines. » quoi. Voilà. Donc vous voyez, quand elle a fait la découverte d'Internet, elle a mis tout ce qu'elle avait sur son catalogue sur Internet, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait en stock. Vous voyez, bah, ce type de démarche, vous voyez bien que si on ne part pas du besoin client, on va le rater. Et donc, le monde émergent, il m'intéresse à mon avis parce qu'il fait une forme de neutralisation de tout ce qui est en interne, le back-office et notre organisation, pour dire comment notre client ou notre usager vit une expérience, on pourrait dire, sans couture. Vous voyez bien que si vous parlez aujourd'hui à un client, alors je ne sais pas si vous utilisez ce mot client interne entre vous, mais si vous parlez à un de vos clients en lui disant « écoute, ce n'est pas de ma faute, c'est l'informatique », quoi, ben vous voyez bien qu'il va péter les plombs. Voilà. Il va péter les plombs parce que je veux bien qu'il y ait une explication au problème que j'ai, mais moi, je m'en fous de l'explication si je suis client. Je veux juste que ça soit résolu. Et donc, un des grands enjeux d'une entreprise de service, ça va être de développer de la solidarité en interne pour dire au client qui n'est pas content, mais je prends le problème. Je le prends, peut-être que ce n'est pas moi qui en suis le responsable, mais ça, c'est mon problème, ce n'est pas le tien. Et là, on va commencer à pouvoir se parler. Mais vous voyez, si on cherche sans arrêt dans l'organisation et le fonctionnement interne des explications pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, ben à un moment donné, on va être mis en abîme par des clients qui iront chercher ailleurs des endroits où ça, ce n'est pas leur problème, quoi. Et ça, vous êtes d'accord, en tant que client, c'est un truc qu'on vit aujourd'hui sans tellement discuter, hein, finalement. On l'attend, ça. Voilà. Alors, vous voyez bien, dans le monde connu, la méthode, ben, il y a plein de chemins possibles, on en prend un, puis on le suit. Dans le monde émergent, on invente la route en marchant, quoi. Voilà. Et on verra bien ce qui se passe. Et du coup, dans la méthode, vous voyez bien, le monde connu, c'est l'expérience qui nous légitime. Et l'expérience, elle nous fonde. Dans le monde émergent, il y a deux mots-clés, hein, c'est la subsidiarité et la sérendipité. Subsidiarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les gens concernés par une décision prendre la décision qui les concerne. Alors ça a l'air idiot de dire ça comme ça, mais réfléchissez-y à nouveau. Quand vous regardez votre ordre du jour d'une réunion, est-ce que c'est bien à vous de répondre à toutes les questions qui sont posées? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas intérêt à dire aux équipes concernées par les questions qu'elles posent, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous rappelez, le monde est complexe. Il y a des gens dans vos équipes qui savent plus de choses que vous sur cette question, probablement. Et donc si vous ne le faites pas, vous allez décider aussi sincèrement que possible. Mais quand la décision va être exposée à des gens qui connaissent mieux le problème que vous, ils vont dire « mais qu'est-ce qu'ils font en haut ?» Vous voyez, en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, en haut, il faudrait qu'ils refusent de répondre à toutes les questions qu'on leur pose. Parce qu'en revanche, vos collaborateurs, ils vont très bien s'habituer au fait que s'ils vous posent une question et que vous y répondez, ils n'ont plus rien d'autre à faire que mettre en œuvre. Et du coup, vous voyez bien que la subsidiarité, ça va être aussi une conquête, parce que ça va évidemment responsabiliser vos équipes. Ce n'est pas seulement vous qui êtes le responsable ou la responsable de la décision. Et puis la sérendipité, c'est cette idée que il faut qu'on essaye, quoi. Voilà. Il faut qu'on essaye et on verra bien si ça marche. Alors ça, vous voyez bien, dans le monde connu, c'est quand même pas un truc, surtout dans un monde industriel, hein, vous voyez bien que vous ne pouvez pas toujours dire, bon, on va essayer, puis si ça explose pas, c'est que ça marche. Enfin, ça, bien sûr. Donc il y a des moments où il va falloir nuancer. Mais enfin, dans un certain nombre de cas, notamment d'organisation, soyons pas dogmatiques et essayons. Puis si ça marche pas, on change. Vous voyez, moi j'ai vécu en Chine, il y a un proverbe chinois que je trouve extraordinaire pour parler de l'humain. La Chine, depuis 10 000 ans, elle dit un truc très beau sur l'humain. Elle dit, en parlant en fait des arbres, un arbre qui pousse droit finit en planche. Alors ça, vous voyez, ça veut dire que si vous pensez que dès qu'il y a de l'humain, on va aller directement résoudre tous les problèmes parce qu'on a l'idée qui marche, eh ben, vous allez être déçus. Voilà, ça va être un peu dur. En fait, bien sûr, quand on est dans l'organisation, on tire des bords, on essaye, si ça ne marche pas, on rectifie. Mais vous voyez, on ne peut plus aujourd'hui, dans un monde complexe, avoir sur le papier le truc qui résout tout, quoi. C'est fini. Par contre, petit à petit, on va stabiliser des solutions qui marchent. Et du coup, on découvrira des choses de temps en temps par hasard.
Mais pourquoi pas? Ça, c'est un enjeu. Donc, vous voyez bien, hein, les projets dans le monde connu, vous en avez fait et des pertes, des gantes, enfin voilà. Et puis, dans le monde émergent, c'est un truc bizarre, c'est que ça itère, quoi, vous voyez. C'est-à-dire que j'essaye un truc, puis si ça ne marche pas, je repars jusqu'à ce que ça marche. Mais vous voyez, je suis dans une boucle, je ne suis pas du tout dans un truc qui se déroule. Donc la devise du monde connu, c'est allons en ligne droite, et la devise dans le monde qui émerge, on vient d'en parler. Alors, encore une fois, je ne pense pas que le monde émergent remplace le monde connu. Ils sont juste tous les deux en train d'inventer un nouveau monde, dans lequel on reconnaîtra des choses du monde connu, mais évidemment dans lequel des fonctionnalités nouvelles, des fonctionnements nouveaux seront apparus. Et du coup, le management, pour moi, il ne doit pas être enterré trop vite, en disant toutes ces fonctions régaliennes, elles sont foutues, donc on n'a plus besoin de manager. Et ceci dit, vous avez peut-être entendu parler d'entreprises qui ont fait, aujourd'hui, en s'en mordant un peu les doigts, des expériences assez violentes de ce point de vue-là, qui ont dit, alors c'était des mots à la mode, libération, donc on va libérer l'entreprise et donc on va enlever le management. Je peux vous dire que quand on enlève le management d'une entreprise, au bout d'un moment, ça se voit. Hein. Et puis ça se voit dans les résultats. Donc, vous voyez, il y a une forme de naïveté devant ça. Ce n'est pas parce que le monde change que le management va disparaître. En revanche, vous allez voir qu'il va faire des choses qu'avant, il ne faisait pas forcément systématiquement. Alors, c'est ça que j'appelle l'œuvre au blanc. Alors, je vous donne quelques exemples. J'ai pris à la fois des exemples industriels, des exemples de PME, de très grands groupes. À nouveau, pour vous dire, ces mutations du management, on les observe aujourd'hui et elles sont, de mon point de vue, très enthousiasmantes sur ce qui vous attend en tant que manager. Le premier dont je parle, là, c'est Jean-Michel Keguiner. Keguiner, il a créé une boîte qui s'appelle Bretagne Atelier, qui embauche à peu près 2000 salariés depuis 40 ans. Et il a installé, donc sa boîte, vous vous en doutez bien, pas en Basse-Ardèche, et il l'a installée en disant, je vais donc créer une boîte industrielle de sous-traitants automobiles à Rennes, et je veux en plus que ce soit une entreprise qui emploie 80% de personnes handicapées physiques et mentales. Alors là, vous voyez bien, un banquier, il y a 40 ans, qui écoute son projet, il doit lui dire « Écoute, t'es gentil, mon garçon, mais enfin, ça devrait te passer avant que ça nous reprenne, parce que l'industrie automobile, à l'époque, en Bretagne, n'était pas encore installée. Depuis, ça va mieux. Mais on est en compétition, ça va se mondialiser. Tu veux t'installer à Rennes pour faire travailler des personnes handicapées dans une boîte qui va être complètement bousillée par la guerre des coûts, etc. » Et Keguiner, il a eu une idée que je pense géniale parce qu'il va illustrer très, très, très magistralement l'enjeu du talent dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez, c'est par le talent qu'on accède à la joie, à mon avis. Et Keguiner, il a un raisonnement génial. Il dit, tant que vous allez appeler une personne handicapée en la désignant par son handicap, un aveugle, un sourd, un handicapé mental, eh bien, vous parlez de la personne dans ce qu'elle ne peut pas faire. Et du coup, comment voulez-vous en entreprise qu'on réponde à la question « Qu'est-ce que je peux faire de quelqu'un qui ne voit pas ? Qu'est-ce que je peux faire de quelqu'un qui n'entend pas ?» Enfin, vous voyez, on l'a défini par la négative. Alors que Keguiner dit « Toute personne handicapée, physique ou mentale, dans son expérience de vie, elle est nécessairement détentrice d'un talent parce qu'elle a dû compenser son handicap. Par exemple, une personne aveugle a une capacité auditive que vous et moi, on n'a pas. » Et du coup, Keguiner, il va aller au bout de cette idée-là. C'est là qu'il est très fort, à mon sens. C'est qu'il va dire, qu'est-ce que je peux faire dans une entreprise industrielle de quelqu'un qui a une surcapacité auditive ? Eh bien, il va créer un poste qui existe toujours aujourd'hui, qui est réservé aux aveugles qui ont cette surcapacité et qui s'appelle le marcheur. Et qu'est-ce que fait le marcheur ? Mais vous voyez, c'est un poste créé dans cette boîte. Il n'existait pas avant dans l'industrie. Pourtant, industrie modélisée, rationalisée, taylorisée, tout ce que vous voulez. Scientifiquement parlant, on n'y avait pas pensé. Et ben, le marcheur, c'est un aveugle qui arpente toute la journée l'usine, comme son nom l'indique, et qui à l'oreille est capable de dire « cette machine ne fait pas le même bruit que d'habitude, elle va tomber en panne ». Et bien ça, si vous connaissez l'industrie, ça s'appelle la maintenance prévisionnelle, et si vous avez la possibilité de prédire les machines qui vont tomber en panne, vous savez que vous changez votre compte de résultat. Donc, vous voyez, il y a à la fois l'usage du talent, mais un impact dans la performance du collectif. Voilà. Autre idée, pour vous donner. Alors, qu'est-ce que peut faire une personne handicapée mentale que vous et moi, on ne peut pas faire ? Le même geste répétitif toute la journée sans dévier jamais du geste. Bien sûr, elle va un peu moins vite que vous et moi au début, mais enfin, nous, au bout de 10 minutes, on n'en peut plus. Hein. Alors que la personne handicapée mentale, elle garde cette constance. Mais ça s'appelle du zéro défaut. Et vous voyez qu'on met plein de trucs pour faire du zéro défaut en entreprise. Et donc là, vous allez simplifier les fonctions de contrôle, et puis la personne, elle va être heureuse de faire du beau travail. Et donc, Keguiner, il va aller au bout de cette logique de talent. Il va même pousser la logique jusqu'à
dire puisque nous sommes en France et qu'on est les champions du monde pour voir ce qui ne va pas, je ne vais pas faire une boîte à idées. Parce que là, les boîtes à idées, au bout d'un moment, les gens, ils n'osent plus les mettre. Hein, c'est des faillots de service. Enfin, on doit mettre l'idée discrètement pour pas que les autres voient qu'on met une idée. Enfin, vous voyez comme on est un peu parano en France là-dessus. Par contre, une boîte à problèmes, on a plein d'idées tout le temps. Hein, voyez, c'est-à-dire, là, il n'y a pas de problème pour en trouver. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'il a fait en mettant sa boîte à problèmes qui est Guinaire? Il a dit, mais attends, doucement, il faut quand même dire qui a repéré le problème. Parce que sinon, ça pourrait tourner à la dénonciation. Mais après, l'idée aussi, deuxième idée de la boîte à problèmes, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire c'est un comité d'usagers qui regarde les problèmes qui ont été remontés. Et toutes les semaines, ils disent, tiens Olivier, cette semaine, c'est ton problème qu'on choisit. Donc du coup, c'est toi, Olivier, qui coordonne la résolution du problème. Et donc vous voyez, on se sert de notre talent grognon pour voir ce qui ne va pas, pour améliorer en continu l'entreprise. Mais vous voyez, on ne va pas chercher à convertir les latins pour que d'un seul coup, ils disent que tout va bien. Vous voyez bien, ça va sonner un peu faux, quoi. Hein. Mais profitons du fait qu'on a ce talent pour l'utiliser comme un talent. On pourrait parler d'autres entreprises. J'ai aussi remis, vous irez voir si les exemples vous intriguent, mais donc j'ai remis Younous. Ça m'intéresse beaucoup Younous, parce que vous voyez, Younous, il arrive au Bangladesh il y a 40 ans, et il dit, je veux créer une banque pour prêter de l'argent à ceux qui n'ont rien. Mais vous voyez bien que là, tous les banquiers du monde entier éclatent de rire, parce que tous les standards bancaires qui sont scientifiques, ils sont faits pour prêter de l'argent à des gens qui ont des garanties à apporter. Et donc Younous, s'il veut vraiment prêter de l'argent à des gens qui n'ont rien, il est obligé de changer les standards bancaires. Et vous connaissez les 3 idées géniales de Younous. La première, je suis désolé messieurs dans la salle, hein, c'est de dire je prête aux femmes. Parce que les femmes n'ont pas la même parole que les hommes. C'est-à-dire qu'une femme qui me dit qu'elle rend de l'argent, la plupart du temps, elle le fait. Les hommes, ça dépend de ce qu'ils ont comme projet. Voilà. La deuxième idée géniale de Younous, c'est de dire je ne vais pas prêter à des femmes qui ont le noble projet de nourrir leur famille, parce qu'une fois qu'elles l'auront fait, il n'y a aucune raison qu'elles me rendent l'argent. Et donc je vais prêter à des femmes entrepreneurs. Alors entrepreneurs au Bangladesh, hein, dans une culture où les femmes n'étaient pas mises en avant. Et donc ça veut dire, je ne sais pas moi, acheter de l'osier pour faire des paniers, acheter des poules pour faire des œufs, enfin peu importe. Mais en tout cas, j'ai une activité derrière. Et puis la troisième idée absolument géniale qu'a fait Younous, c'est qu'il a rendu les femmes co-emprunteurs solidaires à 5 dans le même village. Autrement dit, je ne peux pas emprunter seul. Il faut que je trouve 4 copines qui empruntent avec moi. Et pendant un moment, on est solidaires. Ça, vous voyez, en banque, ça s'appelle externaliser le pré-recouvrement amiable. Mais c'est génial, cette idée. Elle est géniale parce que, vous voyez, la coopération, ce n'est pas seulement dans l'entreprise que Younous l'a pensé, c'est entre ses clients. Et en faisant ça, il y a aujourd'hui plus de 10 millions de personnes qui vivent du microcrédit et qui se sont sorties de la grande pauvreté. Et donc, vous voyez, on n'est pas à nouveau des gestionnaires d'inéluctables. Mais vous voyez qu'il y a besoin à un moment donné de se sortir du fait que tout est écrit et que tout est déjà en place et qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Donc une des grandes conquêtes du management pour moi demain, ça va être de se remettre à trouver des marges de manœuvre. Et pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de la tradition judéo-chrétienne, donc je pars maintenant dans une tradition athée pour équilibrer mon discours, mais c'est la sagesse des Grecs. Les Grecs disent, qu'est-ce que ça veut dire regarder le monde autrement qu'à charge, puisque nous sommes les champions du monde, les latins, pour regarder le monde à charge. La première, c'est de dire, bien sûr que le mal est en excès dans le monde, hein, il n'y a pas de problème, bien sûr qu'il y a plein d'horreurs dans le monde. Mais si vous regardez que les horreurs, à un moment donné, vous savez, ça va finir comme le détraqueur d'Harry Potter, quoi. C'est-à-dire qu'on va être complètement crétinisé par les horreurs du monde et on ne va plus bouger. Voilà. Donc il y a un moment donné, il faut se sortir de ces espèces de fascinations morbides qu'on pourrait avoir pour ce qui ne va pas, sans nier qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais en disant qu'il y a aussi des choses qui vont. Vous voyez, ça c'est ce que les Grecs appellent la beauté. Voilà. Contempler le monde en tant qu'il y a aussi dans le monde de la beauté. Ensuite, on a un cerveau, disent les Grecs, et donc faisons usage de la sagesse, c'est-à-dire d'une capacité à amplifier ce qui marche, à réfléchir à ce qu'on peut faire. Et puis enfin, bien entendu, la troisième grande vertu des Grecs, hein, c'est le courage, c'est oser faire sa part. Et donc vous voyez bien que quand je vous parle du beau, je viens dire c'est la remédiation à Belzébuth de tout à l'heure, hein, à l'égoïsme. Quand je vous parle de la sagesse, évidemment, c'est le remède à Lucifer, à la lumière qui est détournée. Et quand je vous parle du courage, c'est évidemment le remède à la peur. Et du coup, vous voyez, le message que je veux faire passer devant des managers aujourd'hui, c'est que comme on est dans un monde complexe, qui bouge beaucoup, qui a sans arrêt des enjeux qui pourraient être terrifiants à certains égards, désespérants à d'autres, angoissants à d'autres, enfin voilà, eh bien, il faut absolument qu'on prenne soin de nous-mêmes avant de pouvoir prendre soin des autres. Parce que vous voyez bien, tout à l'heure, vous avez entendu le numéro 1 du groupe, vous avez entendu votre patron. Vous voyez bien que votre patron, il n'a pas pu commencer sa rencontre en disant « Bon, alors je vous le dis, on est tous foutus, je ne sais pas si on passera l'année, quoi. » Voilà. Bon.
voyez bien que vous ne pouvez pas dire ça dans un discours avec vos équipes, quoi, ça ne va pas. Mais vous ne pouvez pas non plus arriver devant vos équipes en disant c'est super, on va passer une super année, vous allez voir, tout va bien. Vous voyez, il y a un besoin d'un tout petit peu de consistance intérieure. Et c'est ça l'enjeu de ce que j'appelle moi une spiritualité pour agir, c'est-à-dire donnez-vous de quoi arriver en forme dans vos équipes. C'est fondamental, quoi. Parce qu'on est dans un monde qui va vous le prendre. Et par ailleurs, le manager de demain, il aura, comme le manager d'hier, un problème, c'est qu'on le saisira sans arrêt de ce qui ne marche pas. Voilà. Parce que vous êtes d'accord, hein, quand vos équipes vous disent « il faut absolument que je te voie d'urgence », ce n'est pas pour vous annoncer une bonne nouvelle. Hein. Donc vous allez continuer toute la journée à recevoir les trucs qui ne marchent pas. Et on viendra vous dire « c'est un inéluctable, il n'y a pas le choix, il faut que ça marche comme ça ». Et bien finalement, au bout d'un moment, il va falloir que vous sortiez des inéluctables. Mais ça prend de l'énergie. Et donc, vous voyez, prenez soin de vous, donnez du sens intérieur à ce que vous faites et alignez. Alors ça, c'est vraiment le grand... Alors là aussi, hein, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné pour l'entreprise ? Dans la tradition des bâtisseurs de cathédrales, vous avez cette histoire très connue, vous savez, du maître d'œuvre donc, qui dirige la construction d'une cathédrale, qui interroge 3 tailleurs de pierre qui font exactement la même chose. Ils taillent des pierres. Et au premier, il dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui répond « je fais de la belle ouvrage ». C'est-à-dire, je suis fier du travail que je fais. Et c'est compliqué de faire ce travail. D'ailleurs, je le signe, donc c'est la preuve que c'est de la belle ouvrage. Le deuxième, quand il lui dit « qu'est-ce que tu fais ?» il dit bah, « tu vois bien, je nourris ma famille. » Autrement dit, je donne du sens dans ma vie personnelle, un sens intime à mon travail. Et puis le troisième lui répond bah, « tu vois bien, je fais une cathédrale. » Et donc là, je donne un sens ultime, collectif à mon travail. Bah, c'est ça la question de l'alignement. C'est porter la fierté du travail que j'accomplis, parce que ce n'est pas si simple et qu'il y a de la belle ouvrage. Et on est fier de son travail dans ces cas-là. Et puis, on a ordonné son travail dans sa vie personnelle. Vous vous rappelez, le travail n'est plus une valeur. Donc, il faut bien, à un moment donné, que je donne du sens personnel à ce que je fais. C'est ce que j'appelle l'intime. Et puis, bien entendu, j'ai choisi l'entreprise dans laquelle je suis. Et donc, il y a un sens ultime. C'est ça, ces grands enjeux pour moi, vous voyez, que je vais appeler le réenchantement. Alors, pour terminer, sur l'enjeu, voilà, je voudrais juste vous dire, parce que finalement, en vous écoutant, j'ai entendu 3 mots. J'ai entendu vision, projet, raison d'être ensemble, valeur. J'ai entendu talent, importance de l'attention aux personnes. Et puis j'ai entendu performance. Mais pour moi, il faut rajouter un 4e mot pour qu'une équation apparaisse entre ces concepts. C'est le mot coopération. Et un des grands défis pour moi du management, ça va être d'organiser la coopération. Parce que vous vous rappelez, ce qui va se passer dans notre monde va nécessiter des réseaux. Et donc de faire travailler les gens ensemble. Et donc la capacité de coopérer, d'inventer des solutions qui n'existent pas, va être un enjeu majeur pour le management. Alors vous voyez bien, déjà j'aime bien montrer cette carte parce qu'on voit très vite que ce n'est pas un Français qui l'a dessinée. Voilà. C'est-à-dire que là, vous voyez bien, la façon dont on regarde le monde dépend de là où on se trouve dans le monde. Et donc les organisations, c'est une façon de parler de métier et donc d'une organisation rationnelle. Mais vous voyez que si on ne fait pas attention, on va retrouver le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais invoquer en interne l'organisation pour dire au client « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon collègue », ce que le client n'acceptera plus. Pour ne pas fâcher ici, je prends l'exemple des compagnies aériennes, vous voyez bien, invention géniale, personnel au sol, personnel en vol. Vous êtes d'accord qu'aucun d'entre nous, quand on achète un billet, dit « je voudrais un peu de sol, donnez-moi du vol, puis remettez-moi du sol s'il vous plaît, ça m'arrangerait ». Voilà. C'est-à-dire qu'en tant que client, ce n'est pas mon problème. Vous voyez, le personnel au sol, le personnel en vol, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est un beau voyage. Mais vous voyez bien, à quel endroit ça ne va pas bien se passer dans mon voyage ? Évidemment, c'est entre le sol et le vol. Parce que c'est là que je vais perdre mes bagages, c'est là que je vais rater ma correspondance. Donc vous voyez bien, j'arrive, je dis au steward en bas, donnez-moi un hublot. Il me donne un hublot. Je monte dans l'avion, je n'ai pas de hublot. Je gueule. Qu'est-ce que me dit l'hôtesse ou le steward en haut ? Il me dit, mais enfin, monsieur, vous savez bien qu'en bas, ils ne peuvent pas savoir comment ça marche un avion. Alors moi, je dis, ah ben oui, je suis con, excusez-moi, puis je m'assois. Puis je suis dans l'avion, il a du retard. Et je dis, est-ce que je vais avoir ma correspondance ? Puis alors, il me fait tout un baratin, je vais interroger le commandant qui interroge la tour, enfin, il revient me dire, vous l'aurez. Je descends, je la rate. Je gueule. Et qu'est-ce qu'on me dit en bas ? On me dit, enfin, monsieur, vous savez bien que dans un avion, ils ne peuvent pas savoir comment ça marche un aéroport. Et donc, vous voyez, à tout moment, je peux objecter l'organisation pour dire au client, écoute, c'est pas de ma faute, et tu devrais le comprendre en plus, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être un effort. On n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui. Même s'il y a des trucs en interne qui nous énervent, à un moment donné, on est solidaire devant le client. C'est un enjeu majeur. C'est ça, coopérer. Voilà. Et du coup, vous voyez bien, imaginez que on regarde là, vous voyez, il y a le comité de direction d'Air France qui travaille, et puis il y a le directeur, je vais le faire le directeur général d'Air France qui arrive,
Et là, l'équipe immédiatement voit que le directeur, il n'est pas content, quoi. Vous voyez, parce que nous, on observe nos chefs. Faites gaffe à ça quand vous êtes chef vous-même. Ils vous regardent, les gens. Quand vous allez revenir de votre séminaire, ils vont regarder si vous faites la gueule ou si vous êtes content. Parce que si vous faites la gueule, ça va faire du bien aux gens, quoi. Vous voyez, si les gens, ils se disent « Ah ben alors bravo, j'ai passé 2 jours et puis en plus je reviens et qu'est-ce que je me suis emmerdé, mais alors ça sert à rien. » Mais qu'est-ce que vous pensez que les équipes vont penser de ça? Elles vont se dire « Mais on va où, quoi ?» Enfin voilà. Donc vous voyez, rayonner un tout petit peu de joie, c'est important, mais si c'est sincère, voilà. Alors, vous voyez, le patron qui arrive, tout le monde voit qu'il n'est pas content, là. Donc là, tout le monde se dit « Oh purée, ça va pas être un bon codir, ça c'est sûr. » Et alors là, il pose ses affaires, le patron, il dit « Ça va pas du tout. » Donc là, il y a tous les directeurs qui font ça. On perd des parts de marché. Alors là, il y a tout le monde qui relève sa tête, sauf 3, parce que Air France, c'est bien foutu. Courte distance, moyenne distance, longue distance. Donc là, les 3 qui sont sur les longues distances, ils regardent par terre en disant c'est pour qui. Et là, le patron finit sa phrase en disant on perd des parts de marché en longue distance. Alors là, il y a 2 qui relèvent la tête, qui regardent le 3e et qui dit ça va pas être ta fête aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec toi. Courage. Voilà. Et il se fait exploser la tête, parce qu'Air France, c'est bien foutu, il y a un contrôle de gestion, il y a des gens qui ont mesuré, qu'on perdait bien des parts de marché, c'est vrai. Maintenant, avec quoi il parle, le patron des parts de marché? Air France peut envoyer n'importe qui, n'importe où, ça s'appelle une longue distance. Par exemple, un moscovite à Rio, il peut l'envoyer, à condition qu'il fasse escale par Paris. Parce que Air France est la compagnie aérienne du monde qui achète le plus de places de départ et d'arrivée à Paris. Et donc, il a les meilleurs prix. Le moscovite, il veut bien passer par Paris, si ce n'est pas plus cher, que ce n'est pas très long en plus, et que par ailleurs, le service est bon. Donc, la vie est belle. Oui, mais le Moscou-Paris, c'est un moyen courrier. Ce n'est pas un long courrier. Donc, j'ai beau être le chef des longs courriers, j'ai beau perdre des parts de marché, si je veux résoudre mon problème, il va falloir que toutes les semaines, mon collègue qui, lui, fait les moyens courriers, me dise « Olivier, je n'ai pas vendu ces places-là, si tu arrives à t'en servir, tant mieux. » Vous voyez, c'est une forme de solidarité. Imaginez que l'équipe d'Air France, le comité de direction d'Air France, soit intelligent collectivement. C'est-à-dire, mon collègue le fait, ça. Eh bien, figurez-vous que je vais regagner des parts de marché. Ça marche. Mais au bout d'un mois, le directeur général d'Air France va rentrer et à nouveau, il va faire la gueule. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que si un de mes collègues me donne gratuitement des places entre le Paris et le Moscou, le compte d'exploitation des moyens courriers se dégrade d'un seul coup, quoi. Voilà. Il se dégrade d'un seul coup. Quand on connaît l'histoire, on sait que ce n'est pas important qu'il se dégrade, parce qu'en fait, c'est une dégradation apparente. Puisqu'en fait, c'est des gens qui n'auraient jamais acheté leur Paris-Moscou qui s'en servent pour aller à Rio. Et donc, les longs courriers regagnent des parts de marché en utilisant des places invendues par les moyens courriers. Mais voyez que du coup, la coopération va nous poser 2 problèmes comme manager qu'il ne faut jamais qu'on oublie. Le premier problème, c'est qu'il va falloir qu'on soit intelligents ensemble. Ça, c'est mon dessin qui le raconte, quoi. Est-ce que si on va au bout de nos objectifs, on bloque, ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, on se coordonne? Mais une fois qu'on a fait ça, il faut en plus qu'on mesure la performance de façon intelligente. Parce qu'en général, dans nos organisations, la performance, elle est en silo. Et du coup, si je rends service à mon collègue, eh ben, ce n'est pas pris en compte. Et donc, vous voyez, si au bout d'un moment, ça m'est reproché, je vais dire, je suis désolé, mais j'arrête, quoi. Et ça, c'est un enjeu majeur de nos organisations. Voilà. Vous voyez bien, là, on pourrait dire, il est complètement con, le chien. Enfin, il se fait avoir, là. Enfin, à quoi ça sert? Il ne boit même pas. Enfin, voilà. Oui, mais on ne connaît pas la vie du chien et du chat. Peut-être que pendant que le chien roupille, le chat, il ne l'attaque pas sauvagement, quoi, parce qu'il sait qu'il a besoin de lui à d'autres moments dans la journée. Donc, vous voyez, il faut faire attention à la façon dont on mesure la performance dans nos silos. Parce que, encore une fois, on a besoin de ces mesures, on a besoin d'indicateurs, ce n'est pas le sujet. Mais quand on va rentrer dans des logiques de coopération, il est assez probable qu'on mette en abîme les KPI habituels et qu'il va falloir juste expliquer, c'est tout, c'est pas plus grave que ça, c'est pas gênant. Mais en l'occurrence, dans mon exemple, on voit bien que je ne peux pas résoudre un problème, même si je suis le chef concerné par le problème, sans l'aide des autres aujourd'hui. Il n'y a pratiquement plus de questions qui dépendent uniquement d'une seule personne dans le monde qui est le nôtre. Vous voyez, on revient à ces enjeux de complexité. Donc la performance et l'intelligence collective, ça va être vraiment un enjeu majeur. Et donc pour pouvoir coopérer, il faut amener des talents, parce que vous voyez que moi je ne dépendrai jamais de quelqu'un qui est mauvais, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voyez bien, pour terminer, si vous devez vous faire opérer du genou,
et que du genou droit. Et je vous dis, bah, écoute, ça tombe bien, pas loin de Paris, il y a la clinique, c'est la spécialiste mondiale du genou droit. Tu as quand même du pot. Hein. Et en plus, il y a le chirurgien qui opère les gens du genou droit. Il veut bien t'opérer. Et en plus, il y a un matériel super. Et en plus, il y a une équipe d'accueil géniale. Alors là, les latins, ils se disent, attends, Olivier, t'as pas fini ton histoire? Oui, parce qu'il faut que je te raconte un truc. Juste, hein, là, mais bon, c'est la première fois que l'anesthésiste va anesthésier. Bah, d'un seul coup, vous avez moins mal au genou. Hein. C'est évident, ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien dépendre des autres, mais il faut qu'ils soient sur leur domaine d'excellence, sinon je ne dépendrai jamais des autres. Et donc ça, c'est important, parce que la coopération, pour moi, ce n'est pas un facteur qui nous fait plonger. Vous voyez, ce n'est pas une espèce de soupe tiède où tout le monde peut faire le boulot. Tout le monde a un avis sur tout, c'est l'inverse. Pour coopérer, il faut que chacun amène une excellence et soit reconnu par les autres. Sinon, les autres n'accepteront pas de dépendre de quelqu'un qui n'est pas reconnu. Puis évidemment, je ne vais pas, vous rappelez mon histoire de moyen courrier, quoi. Je ne vais pas coopérer si ça se retourne contre moi. Donc il faut de la valeur créée pour tout le monde, y compris pour ceux qui apparemment déforcent les KPI habituels. Et puis, alors ça c'est un grand challenge pour notre monde, surtout dans le monde de la pyramide, il faut accepter le co-contrôle et pas seulement le contrôle du chef. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est important quand on coopère, c'est pas d'attendre que les chefs se mettent d'accord pour arbitrer, c'est de dire si sur le terrain, vous voyez, subsidiarité, la personne qui doit me donner quelque chose me donne un truc qui ne tient pas la route, je le lui dis. J'attends pas que son chef s'en rende compte. Vous voyez, enfin, il y a un certain nombre d'agilités qu'il va falloir reconquérir. Et du coup, je terminerai par ça, mais moi je crois beaucoup à cet enjeu du réenchantement de l'entreprise, au sens où, vous voyez, un certain nombre de tâches ont pu la désenchanter. Et une entreprise, au fond, plus elle va perdre le sens, le pourquoi on est là, voyez, ce qui va nous donner du sens, plus l'entreprise perd le sens, plus elle va mettre du comment, de la tâche, plus elle va mettre du contrôle, de l'audit, de la norme. Alors, je vous dis surtout pas qu'il ne faut pas mettre de contrôle. Hein. Je dis juste qu'il faut mettre le contrôle en quantité suffisante à partir du moment où les gens savent pourquoi ils travaillent. Voilà. Parce que, et ce sera vraiment la fin de mon intervention, on a beaucoup justifié en entreprise quelque chose qui, de mon point de vue, pourrait... c'est un exemple de ce qui peut désenchanter les organisations. Vous voyez, on dit en entreprise, vous allez voir, vous allez pouvoir faire le cœur avec moi pour terminer. C'est un grand principe qu'on a appris en management. La confiance n'exclut pas... Je vous remercie. Et dans notre tête, on se dit, bah ouais, c'est vrai, hein, bah c'est une phrase de catéchétique, donc normalement c'est une croyance. En fait, réfléchissez-y, cette phrase est fausse. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de contrôle, hein, vous m'avez compris, mais il faut qu'on arrête de justifier le contrôle parce qu'on a confiance. C'est horrible. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est horrible et que vous partagez votre vie, payez un détective privé pendant 6 mois pour suivre votre mari ou votre femme. Et un samedi matin, vous faites un petit brunch et puis vous dites « Tiens mon amour, ça fait 6 mois que je te fais suivre. Ah, la confiance n'exclut pas le contrôle. » Eh bien, vous allez voir, le petit déjeuner va mal se passer. C'est-à-dire, c'est horrible d'invoquer la confiance pour contrôler. Donc, si vous contrôlez, vous contrôlez. Si vous faites confiance, vous faites confiance. Mais vous arrêtez de dire, je te contrôle parce que je te fais confiance. C'est horrible, c'est horrible. Et ça désenchante. Parce que les gens, s'ils ont comme valeur la confiance, ils rentrent dans la boîte parce que c'est invoqué. Et puis on dit, bah, je te fais confiance, donc je te contrôle. Bah, merci bien. Voilà. Et je vous rappelle que le premier qui a écrit La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est Staline dans le manifeste pour manager le parti communiste de l'URSS. Donc on se calme sur la confiance qui n'exclut pas le contrôle. Si on a besoin de contrôle, on en fait. Et si on a besoin de confiance, on en fait. Mais on ne fait pas comme s'il y avait un lien de cause à effet entre les deux. C'est monstrueux. Je vous remercie de votre attention.